Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau, bien que ce soit en téléconférence, à l'Académie nationale de chirurgie, pour une, j'espère et je pense, très intéressante séance sur la chirurgie de l'épaule, avec Philippe Valentine, qui l'a organisée. Avant de commencer cette séance, je dois vous faire part d'une nouvelle qui m'a beaucoup attristé parce que c'était un ami. Michel Huguier est décédé lundi, avant-hier, d'une longue maladie. C'est le terme usuel. Il n'est pas décédé de l'épidémie. Il n'était pas membre de l'Académie de chirurgie. Il était membre de l'Académie de médecine, ancien président de la 2e section chirurgicale de l'Académie de médecine. Il avait 84 ans. Il avait marqué énormément notre génération avec Jean Mariet, en organisant et en structurant et en faisant vivre les associations de recherche, l'ARC, l'ORC et l'ARCIF. Et nous y avions tous beaucoup travaillé. Il nous avait appris le raisonnement et la critique scientifique. Il nous avait appris à écrire. Il nous avait appris à faire de la bibliographie. C'était un très bon chirurgien. C'était un homme extrêmement droit, extrêmement ferme sur les grands principes de l'exercice de notre métier. Je lui rends hommage, bien qu'il ne soit pas de l'Académie de chirurgie, parce que il nous a tous beaucoup marqués dans notre génération. Ah oui. Oui, Monsieur le Président, je voudrais m'associer à ce que vous venez de dire. En effet, bien avant, environ 20 ans avant que ça existe dans les études de médecine, Michel Huguier nous faisait des séminaires auxquels nous nous inscrivions, nous étions plusieurs dizaines, pour la lecture critique des articles et comment rédiger un article, ce qui est quand même un élément extrêmement important dans ce foisonnement de littérature actuelle et nous permettait de garder notre gouverne. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire. Je passe maintenant, comme il est habituel dans nos sessions, la parole au secrétaire annuel qui va vous donner le résumé de la séance précédente, celle de la semaine dernière. Monsieur le Président, mes chers collègues, la séance du 24 mars concernait la prise en charge interventionnelle dans la sphère urogénitale. Le modérateur était Paul Mérian. La première communication de Romain Boissier de Marseille essayait de trouver la place de la micropercutanée dans le traitement des calculs rénaux. La micronéphrotomie percutanée, c'est une technique de néphrotomie miniaturisée. La gaine est très petite, Charrière 4,8, et contient la fibre optique et le laser relié à une colonne vidéo classique, une irrigation et la source de laser qui est l'holmium YAG. On intervient sous anesthésie générale en abordant le flanc. Sous contrôle écho ou radio, l'aiguille de ponction va jusqu'au calcul qui est fragmenté par le laser haute fréquence et basse énergie. Une sonde urétérale et une sonde urinaire sont retirées le lendemain. En raison de la taille du matériel, on ne peut utiliser de sonde d'extraction. Les débris sont donc évacués par voie naturelle avec l'aide de la posturothérapie. Les expériences rapportées montrent la fiabilité de cette technique chez l'adulte et l'enfant. Son apprentissage est assez rapide pour un urologue expérimenté. On la réserve au calcul d'accès difficile, de taille inférieure à 15 mm. Les questions, Paul Méria. Utilisez-vous la colle sur le trajet? Non. Le trajet est très fin et nous n'avons pas observé de complications. Quelle est la place de cette technique par rapport à l'urétéroscopie? Et envisagez-vous une étude prospective? Avec les nouveaux urétéroscopes souples fins, notamment à usage unique, on peut élargir les indications, mais il y a des cas où la néphrolithotomie est vraiment plus aisée, et avec les nouveaux lasers, on pourra agir sur des calculs de plus de 2 cm. Philippe Marr, en utilisant cette technique associée aux manœuvres posturales, au bout de combien de temps le patient est-il guéri? L'association à la posturothérapie, qui est une technique ancienne, permet d'éviter une réintervention chez 2/3 des patients qui présentent encore des petits calculs caliciels, pouvant aussi parfois être surveillés simplement. Albert-Claude Benamou, comment traiter les calculs coraliformes?
Par abord percutané classique, la technique micro peut aller jusqu'à 2 cm. Donc, ça n'est pas possible. Bertrand Doré, comment assurez-vous la formation? Avez-vous étudié la densité des calculs? Ce geste est plus rapide à acquérir que la microlithotomie classique. C'est vraiment mini-invasif. Et on peut même d'ailleurs réaliser plusieurs fonctions lors de la même séance. Dans Libéraux, quelle place pour la lithotricie extracorporelle? Elle est moins utilisée depuis l'essor de l'urétéroscopie. Pour un calcul caliciel important, il faut sûrement plusieurs séances. Gérard Morvan, quid du matériel pour se former? Il n'est pas encore très répandu. Nous allons organiser des formations. Deuxième communication, Amandine Noailles, ancienne de Saint-Louis, qui est à Brie-sur-Marne, traitement des sténoses urétérales par la prothèse sous-cutanée Détour, c'est la thèse qu'elle a présentée. Certaines obstructions urétérales ne peuvent être traitées que par néphrostomie à demeure lorsque le drainage par sonde double J n'est pas possible. La prothèse Détour, décrite dès 1990 et expérimentée d'abord chez l'animal, est une armature de PTFE entourant un tube siliconé assez large qui sera inséré dans le bassinet par voie percutanée sous contrôle scopique. Après un trajet sous-cutané, la prothèse est suturée à la vessie par courte incision subcutanéenne. La série présentée, qui est suivie de sa thèse, comprend 28 patients. La durée de vie moyenne de la prothèse est de 26 mois. Les complications sont l'infection tardive, la fistule vésicale, l'obstruction, aboutissant dans un quart des cas au retrait de la prothèse. Dans le contexte de ces patients, c'est cependant une alternative à discuter. Question, Paul Méria, un commentaire. Un problème majeur est la suture sur la vessie radique. D'autre part, l'infection survient tôt ou tard sur ces corps étrangers au contact de l'urine. Bernard Cron, comment fixez-vous la prothèse sur le rein et la vessie? Elle n'est pas fixée dans le rein. Sur la vessie, le problème est surtout la qualité du tissu, vessie radique, et non la suture, quelle que soit la technique. Gérard Morvan, comment résolvez-vous le problème du reflux vésico-urétéral? Les études et l'expérience ont montré l'absence de reflux significatif. Albert-Claude Benamou, avez-vous envisagé d'autres trajets? L'expérimentation chez le porc a montré le danger du trajet extra-péritonéal. Le mieux est un trajet sus-apolégrotique. Philippe Marr, quelle est la cause de l'infection fréquente? C'est une infection préexistante des urines qui contamine. Ensuite, Pierre Bigot d'Angers a présenté les alternatives à la chirurgie par le traitement physique des tumeurs rénales, cryothérapie ou radiofréquence. L'augmentation de l'incidence des tumeurs rénales est liée à la fréquence des découvertes fortuites de petites tumeurs non symptomatiques. Le traitement peut être conservateur par chirurgie, néphrectomie partielle, d'abord laparotomique, puis célioscopique et robotique, ou par un traitement physique, cryothérapie ou radiofréquence. La radiofréquence utilise un courant alternatif et la cryothérapie une sonde réfrigérante. Ces deux techniques ont d'abord été utilisées en chirurgie ouverte, puis en laparoscopie, et enfin en percutanie. Plusieurs études rétrospectives dans les tumeurs T1 montrent une mortalité un peu supérieure dans le groupe non chirurgical, mais il s'agissait de patients plus graves. Le taux de récidive était un peu plus élevé, ce n'est pas significatif. Une étude française comparant les deux techniques sur rein unique a montré un taux de récidive un peu supérieur, mais le niveau de preuve reste faible. Pour les tumeurs T2, deux études montrent des résultats similaires. Dans les récidives après néphrectomie partielle, ces techniques sont très utiles. Dans tous les cas, la cryothérapie semble un peu plus efficace que la radiofréquence, mais là encore, le niveau de preuve est faible. Question, Paul Méria. Réalisez-vous ces gestes sous anesthésie locale? Le problème est la compliance du patient, car le geste est long et le patient doit être immobile. Hubert-Joannet, malgré tous ces travaux, qui sont nombreux et très bien faits, on n'a pas, semble-t-il, une réponse très claire. Le système de santé français devrait nous permettre d'utiliser de grandes bases de données. Réponse, une base de données importante existe déjà pour les cancers du rein. Pour vraiment avoir une réponse scientifique, il faut une étude randomisée prospective, car il y a trop de biais en rétrospective. Chirurgie chez des malades plus jeunes, traitement physique chez les malades fragiles. Steve Doisy, qu'en est-il des ultrasons et des micro-ondes? C'est en évaluation. Les micro-ondes, par contre, sont plus rapides, mais ont été abandonnés. Avant-dernière communication de Steve Doisy, les nouveaux lasers dans le traitement des calculs urinaires. En urologie, c'est le laser Omnium-YAG qui s'est imposé pour traiter les tumeurs de vessie et de la voie excrétrice, inciser des sténoses, détruire des calculs et énucléer des adénomes. Le faisceau de lumière monochromatique peut être transmis par une fibre souple. Les calculs sont détruits par effet photothermique.
Ce laser est efficace, mais a des limites. La rétropulsion du calcul gêne et la réduction en poussière est difficile. Ceci peut être corrigé par des améliorations techniques en modulant faible énergie et fréquence augmentée. Il est également encombrant et fragile. C'est la raison pour laquelle un nouveau laser, le laser thulium fibré, a une efficacité supérieure en lithotricité, avec une faible énergie d'impulsion, grâce à une longueur d'onde qui est proche du pic d'absorption d'eau. Il permet d'utiliser des fibres très fines, inférieures à 200 microns. Le faisceau lui-même est extrêmement fin, 70 microns. Il casse des calculs beaucoup plus gros, 2 fois plus vite, et il réduit vraiment en poussière. Après l'étude au laboratoire, les résultats préliminaires de l'hôpital Tenon sont encourageants. Reste à définir les réglages optimaux. Question, Paul Méria. Ce nouveau laser va être très utile aussi en abord percutané. Quelle est votre expérience? Au début de cette expérience percutanée, la place sera probablement réduite dans l'avenir si l'on améliore les urétéroscopes avec un bon système de lavage. Bertrand Doré, le laser thulium existait déjà, mais il a été supplanté par le laser holmium-ion. Le laser thulium fibré paraît donc peut-être plus performant. Oui, nettement plus performant, il n'y a pas d'effet explosif du laser holmium. Philippe Marr, votre partenariat avec les industriels est essentiel. Comment l'organisez-vous? Nous avons besoin les uns des autres, ils sont à l'écoute de nos attentes. La dernière communication, c'est la radiologie interventionnelle et les relations avec l'urologue. La collaboration urologue-radiologue interventionnel est essentielle et très constructive. L'approche est complémentaire et non pas concurrentielle. L'auteur nous montre de nombreux exemples. Embolisation pour priapisme traumatique, fissure artério-veineuse par trauma du périnée, anévrisme de l'artère rénale pour diminution de la taille d'un rein polykystique avant transplantation, hémorragie après néphrectomie partielle ou fonction, destruction d'un angiomyolipome, cystite radique, varicocèle en flux. Autre possibilité, traitement d'une fistule entre l'urtère et l'artériaque par stent, d'un twist veineux sur un transplanté par stent, et présenter ensuite un travail sur l'embolisation des artères prostatiques pour traiter l'adénome avec des résultats intéressants. Avant ces gestes, et c'est très important, le patient est vu en consultation par le radiologue lui-même. Il est essentiel que des réseaux s'organisent, notamment lorsque le radiologue interventionnel ne travaille pas sur le même site que l'urologue. Question de Paul Méria, commentaire de Paul Méria. Grâce à cette collaboration, nous repoussons nos limites. Par exemple, en chirurgie robotisée du rein ou en abord percutané, car nous savons qu'il y a des possibilités d'agir par radio-interventionnel en cas de complications. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Louis, de ce très bon résumé. Il souligne l'intérêt que porte l'Académie de chirurgie au développement des nouvelles technologies qui associent le développement de la technologie proprement dite et le développement de son utilisation du fait de modification des indications chirurgicales. L'Académie a organisé depuis le début de l'année 4 séances sur les différents aspects de la pratique interventionnelle. Je pense que la séance d'aujourd'hui va nous éclairer beaucoup dans le même domaine, mais en orthopédie pour la chirurgie de l'épaule.